Avec ses bogies plus légers, son nouveau moteur électrique et son pantographe revu et corrigé, le TGV est sur les starting blocks. Quelques mois avant sa mise en service, la SNCF tente un gros coup de communication. Si le TGV nouvelle formule reprend l'architecture du turbotrain à grande vitesse, il doit remplacer les turbines d'hélicoptère par un système électrique plus complexe. La motorisation des TGV s'appuie toujours sur 4 grands blocs fonctionnels. Le premier bloc, c'est capter l'énergie de la caténaire via le pantographe. Le deuxième bloc, c'est réduire la tension. Donc c'est le transformateur. Donc le 25 kV de la caténaire va être réduite à une tension autour de 1000 volts. Le troisième bloc fonctionnel, ce sont les convertisseurs électriques qui vont transformer cette énergie caténaire en une énergie et un pilotage du moteur. Et le dernier bloc fonctionnel, c'est le moteur et la chaîne cinématique qui va aller jusqu'à entraîner l'essieu. En concevant ce nouveau train, les ingénieurs en profitent pour résoudre le problème des bogies repéré lors des essais avec le TGV 001. Dans une locomotive, le moteur, c'est plus simple, il est carrément dans le bogie. Dans le TGV, pour alléger le bogie, on a accroché le moteur dans la caisse. Le futur TGV est censé rouler à 260 km/h en vitesse commerciale. Et la première ligne Paris-Lyon prévoit déjà 300 km/h. Emporter 350 tonnes à vide, plus les passagers à une telle vitesse, implique une puissance à la hauteur. Alors un train, c'est un peu comme son moulin à café électrique. Si on met 180 volts à son moulin à café au lieu de 220 volts, il va tourner un peu moins vite. Si sur le graphique de circulation, un train doit rouler à 300 ou à 320, il faut qu'il ait l'énergie nécessaire pour rouler à cette vitesse-là. Sur une ligne à grande vitesse, le TGV reçoit un courant de 25 000 volts contre 1500 pour une ligne classique. Ce courant est transporté par un fil de cuivre qu'on appelle la caténaire. Le train récupère cette énergie via son bras articulé, le pantographe, et cette zone de contact entre caténaire et pantographe est stratégique. Entre le pantographe et la caténaire, toute l'énergie passe par la surface d'une pièce de 2 €. Comme sur les trains classiques, l'archet du TGV navigue sur une caténaire disposée à l'oblique. Cela crée un effet de zigzag qui empêche de toujours frotter au même endroit. Car sinon, la caténaire finirait par scier l'archet du pantographe. En plus du mouvement latéral classique, il a fallu réfléchir au mouvement vertical du pantographe, spécifique à la grande vitesse. La caténaire, c'est un peu comme une corde vibrante. Et donc, il y a une bonne adéquation à avoir entre la vitesse du train et la vitesse de l'onde, ce qu'on appelle la vitesse critique de la caténaire. Mal réglé, le pantographe perd alors le contact et provoque des arcs électriques. Plus on va vite, plus les oscillations ont une fréquence qui s'élève, et donc il faut que l'archet soit très léger. C'est pour cela que l'on a développé pour le TGV un pantographe à 2 étages. Le premier étage est suffisant pour les vitesses réduites sur le réseau classique, quand le TGV sort ou entre dans une gare par exemple. Le deuxième étage du pantographe, lui, doit réussir à suivre les oscillations de la caténaire, beaucoup plus rapides sur une ligne à grande vitesse. Le petit pantographe très léger pour qu'il puisse suivre très bien le contact de la caténaire. Ça a été nouveau. Avec ses bogies plus légers, son nouveau moteur électrique et son pantographe revu et corrigé, le TGV est sur les starting blocks. Quelques mois avant sa mise en service, la SNCF tente un gros coup de communication. Lors des présentations que je faisais du matériel, on m'a demandé souvent, mais est-ce qu'on aura une ceinture de sécurité dans ce TGV? Je me suis dit, si on en est là, il va falloir quand même qu'on démontre qu'on a quelques marges. Pour montrer ce qu'il a dans le ventre, le TGV va s'attaquer au mythique record de 1955. Pour cela, la SNCF choisit une rame de série identique à toutes celles qui sortent des usines Alstom, avec juste des roues un peu plus grandes et un système d'engrenage perfectionné. Si les ingénieurs savent pertinemment qu'ils peuvent dépasser les 260, là, il va falloir effacer des tablettes les 331 km/h atteints 25 ans plus tôt.
Donc j'attends l'autorisation de départ. Départ. 26 février 1981. On a boosté la tension à 29 000 volts. Retiré 3 voitures pour être plus léger. Et on pousse ce bolide sur rail dans ses retranchements. On tire, c'est parti. Le record de 1955 est allègrement dépassé. Tandis que les médias guettent le moindre faux pas, le TGV grignote les chiffres les uns après les autres. 373, 14, 15, 80. Nous avons atteint 380 km/h sur la rame. À 381, nous avons coupé la vitesse parce que la caténaire se soulevait trop. En France, bon, il y a les gros titres. Je me rappelle du titre de France Soir, Fabuleux TGV. Cela a montré aux professionnels du chemin de fer, et au grand public en particulier, que rouler à très grande vitesse était tout à fait sûr. Il y avait une énorme marge entre la vitesse maximale commerciale, qui était de 260 km/h, et ce qui venait d'être réalisé avec ce record à 380. Fort de ce nouveau record du monde, le TGV Paris-Sud-Est est inauguré 7 mois plus tard en grande pompe par le président François Mitterrand, récemment élu. Avec ses lignes futuristes, le serpent orange de 200 mètres de long marque les esprits à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des frontières. C'était une sorte de révolution en Europe. On n'avait jamais rien vu de tel sur les rails. Le TGV lui-même était plein d'innovations. Il était plutôt léger, les voitures étaient basses et il y avait beaucoup d'équipements intéressants, comme la signalisation dans la cabine, de sorte que le conducteur n'avait pas à regarder les signaux latéraux sur la voie. L'autre point qui a frappé les esprits, c'est qu'il était orange. Ça, c'est la volonté du designer et c'était l'époque de l'orange. Ça va devenir la couleur du progrès. Il y aura beaucoup de difficultés pour l'abandonner pour le réseau atlantique qui, lui, prend le bleu. Avec la mise en service du TGV, les deux grandes métropoles que sont Paris et Lyon se retrouvent désormais à 2h40 de distance, contre plus de 4 heures auparavant. Avec ce gain de temps colossal, alors que dans les années 60-70, l'avion ne cessait de gagner des parts de marché, c'est désormais le transport aérien qui tremble. Lorsque la première ligne de TGV est ouverte, les ingénieurs avaient dit « Oh, on espère 17 000 voyageurs par jour. » Ils ont dit « T'es sûr? T'es un peu gonflé. » Oh, alors mettons 16 000. Dès le premier jour, il y a 75 000 voyageurs. C'est un succès commercial très très rapidement. L'écart entre le billet TGV et le billet d'avion était énorme. C'était 200 francs. Le billet TGV, l'avion, c'était dans les 800 francs.